Bienvenue sur Good Visa, le podcast Voyage. Vous êtes sur le hors-série Good Books, l'escale littéraire. Avec ces épisodes, je vais vous proposer d'explorer encore plus les pays et destinations abordés dans le podcast à travers les livres. Je vais vous parler plus en détail des ouvrages de mes invités, de mes coups de cœur littéraires du moment, et je vais vous lire des extraits qui m'ont marqué. Bonne écoute, ou plutôt, bonne lecture. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode pour aborder le Cambodge à travers les livres. Et d'ailleurs j'en profite pour remercier celles et ceux qui ont écouté l'épisode où je raconte mon expérience au Cambodge. Je ne m'attendais pas à un tel retour au niveau des écoutes, donc vraiment merci à vous. Et je pense que c'est pour ça aussi que je me suis tant investie dans cet épisode littéraire pour trouver vraiment des lectures pertinentes, et j'ai vraiment dévoré plein de livres pour vous recommander ce qu'il y a de mieux. Après, je vous dis tout de suite, ça ne va pas non plus être l'épisode le plus joyeux, puisque ce sont des lectures difficiles que je vais vous conseiller, mais comme vous le savez, j'aime être honnête à travers ce podcast, et j'avais pas envie non plus de juste choisir des livres gais et légers pour parler du Cambodge, parce que l'histoire du Cambodge est quand même tellement complexe et aussi difficile, ça me semblait important d'être au plus proche de la réalité et de ne pas fermer les yeux sur tout un pan de son histoire. Et le premier livre dont j'aimerais vous parler s'appelle « D'abord ils ont tué mon père » de Lu Hung aux éditions J'ai lu. Ce livre, c'est un récit autobiographique qui retrace l'enfance de Long Hung, qui a 5 ans en fait, lorsque les Khmers rouges envahissent Phnom Penh. Elle est issue d'une famille aisée et en fait, avec sa famille, ils sont forcés à l'exil. Ils vont être séparés, ils vont subir la famine, le travail forcé. Elle va aussi être embrigadée dans les forces militaires. Et en fait, ce récit suit toute cette horreur en fait entre 1975 et 1979. Même si c'est un rappel bref, ça me semblait important de vous rappeler un petit peu tout ce contexte pour mieux comprendre les livres dont je vais vous parler après, et aussi parce que je trouve qu'on en parle très peu en fait de cette période et de ce génocide tout simplement, puisque donc entre 1975 et 1979, les Cambodgiens ont vu les Khmers rouges arriver au pouvoir, un mouvement communiste qui était très radical et dirigé par Pol Pot, où en fait ils ont essayé d'installer un régime totalitaire pour vraiment créer une société égalitaire, sans classe. Ils parlaient clairement en fait de repartir sur une année zéro. Et du jour au lendemain, les villes ont été vidées, des millions de personnes se sont déplacées vers la campagne, ont été soumises au travail forcé, à la famine, à l'absence de soins total. Les enfants étaient forcés à rejoindre l'armée aussi, et ils cherchaient vraiment à éliminer la moindre trace d'intellect. Par exemple, porter des lunettes, ça pouvait vous porter préjudice. Vous n'aviez pas intérêt à travailler au sein du gouvernement, à être enseignant, professeur des écoles, même médecin. Même les minorités ethniques et religieuses, les moines ont été visés aussi. Et en fait, le bilan humain s'élève à plus de 2 millions de morts, soit près d'un quart de la population à l'époque. Même selon certaines sources, on parle de la moitié de la population. Et le régime s'effondrera en 1979, après l'invasion du Cambodge par le Vietnam. Donc voilà, c'était la petite parenthèse historique pour replacer le contexte. Mais pour revenir au livre, ça a vraiment été un ouvrage qui m'a bouleversée, tant ce témoignage est puissant et fort, avec le regard de cette enfant qui est insouciante au départ, et cette histoire qui est livrée avec des mots simples, un style direct et poignant, et on sent la force du témoignage. Ça a d'ailleurs été comparé au journal d'Anne Frank. Et en fait, tout au long des chapitres, on ressent cette paranoïa, la famine et la faim, qui m'a beaucoup fait penser au livre de Primo Levi, Si c'est un homme. Il y a aussi les destructions des familles, cette peur qui est omniprésente. Et en fait, ce récit est terrible, il y a des passages très violents, et c'est pour ça que je vous recommande de le lire avec beaucoup de précaution. Mais je trouve que c'est nécessaire pour comprendre ce pays, comprendre ce peuple. Et vous avez également le film d'Angelina Jolie, qui s'appelle aussi D'abord ils ont tué mon père, où bien évidemment Long Hung a aidé pour la supervision du film, avec aussi le réalisateur Ri Pan, dont je vais vous reparler. Et
Si jamais vous sentez que vous n'avez pas la force de lire le livre, je trouve que le film, qui est d'ailleurs disponible sur Netflix, est une bonne première approche, même si, voilà, mon humble avis, c'est que le film couvre, on va dire, même pas un dixième de ce que raconte le film, mais il est vraiment très beau, c'est vraiment axé sur le ressenti, plutôt que de vraiment raconter les faits, parce qu'il n'y a pas non plus énormément de dialogue, mais c'est un film très poignant. Et les 2 extraits que je vais vous partager se situent à peu près 1 an après la prise au pouvoir des Khmers rouges. Avril est revenu et le nouvel an approche. Après le nouvel an, j'aurai 6 ans. Pourtant, j'arrive à peine à la ceinture de papa. Selon Chou, mes parents ont peur que la malnutrition n'entrave notre croissance et que nous ne devenions jamais grands comme eux. Dans le Kampuchéa des Khmers rouges, il est interdit de célébrer le Nouvel An et les autres fêtes. En rêve, je revis les fêtes du Nouvel An à Phnom Penh. Pour les Cambodgiens, c'est la plus grande fête de l'année. Tous les magasins, restaurants, bureaux et ateliers sont fermés pendant 3 jours et les écoles aussi. Il n'y a rien d'autre à faire que de manger et de regarder les festivités. Tous les jours, on est invité chez des amis. L'hôte sert du cochon rôti, du canard et du bœuf, de délicieux gâteaux et de merveilleux bonbons. À l'occasion de cette fête, les enfants ne reçoivent pas de cadeaux. À la place, on nous donnait des billets de banque tout neufs dans de petits sacs en papier rouge joliment décorés. Bien sûr, tout cela ne m'intéresse plus. Maintenant, je ne pense qu'à une seule chose, manger. Quand je rêve à de la nourriture, mon estomac grogne et proteste douloureusement. Je donnerais n'importe quoi pour un petit morceau de gâteau au pavot ou une cuisse de canard rôti. Rien que d'y penser, ma bouche s'emplit de salive et une vague de tristesse me submerge. J'ai beau rêver tant que je peux, je sais que mes souhaits sont irréalisables. J'espère que maman et papa ne savent pas à quoi leurs enfants pensent tout le temps. Ils voudraient que nous oublions nos vies passées pour survivre dans le présent. À quoi bon penser à de la nourriture quand on sait que personne ne vous en donnera ? Pourtant, il est impossible de penser à autre chose. La faim ronge ma raison. De nombreux habitants du village risquent leur vie pour voler du maïs dans les champs. Je les vois manger à la dérobée, se hâtant de cacher ce qu'ils tiennent à la main quand je passe près d'eux. Je voudrais leur demander de m'en donner un peu, mais je sais que c'est inutile, car cela reviendrait à reconnaître leur crime. J'aimerais beaucoup moi aussi voler, mais je n'en ai pas le courage. Une vie entière semble me séparer de l'époque où j'étais riche et gâtée à Phnom Penh. Des enfants me volaient des choses, cela m'était égal, mais je les jugeais sévèrement. Je pensais que les voleurs étaient des vauriens, trop paresseux pour obtenir ce qu'ils voulaient par le travail. Maintenant, je comprends qu'ils étaient obligés de voler pour survivre. Le temps passe lentement. Ici, c'est le milieu de l'été. L'air est de plus en plus chaud et sec. Apparemment, près de 4 mois se sont écoulés depuis la mort de Kiev. Bien qu'aucun de nous ne parle d'elle, mon cœur pleure chaque fois que je me souviens qu'elle nous a quittés. Le gouvernement continue à réduire nos rations alimentaires. J'ai constamment faim et je n'ai qu'une pensée en tête, trouver à manger. La nuit, quand j'essaie de dormir, mon estomac gronde et se contracte. Nous vivons dans la peur constante d'être démasqués. Il ne faut pas qu'ils découvrent que nous étions des partisans de l'ancien gouvernement. Chaque fois que je vois des soldats arriver au village, mon cœur fait un bond, car je crains qu'ils viennent chercher papa. Combien de temps nous reste-t-il avant qu'ils sachent que nous vivons tous dans le mensonge ? Où que j'aille, j'ai l'impression que les gens m'observent avec méfiance, attendant que je trahisse le secret de notre famille. Cela se voit-il dans ma façon de marcher, de parler, de regarder ? Le deuxième livre dont j'aimerais vous parler s'appelle La paix avec les morts de Riti Pan, qui est cinéaste, et Christophe Bataille, qui est romancier et éditeur. Ce livre, c'est un récit intime et à la fois très poétique, douloureux, mais très lucide aussi, sur l'histoire donc de Riti, qui part en fait à la recherche du tombeau de son père. En toute honnêteté, j'ai hésité à vous le recommander parce que j'en étais à peu près à un tiers et il y avait des passages tellement douloureux, tellement violents, des scènes auxquelles il a assisté pendant son... Parce qu'en fait, il est rescapé des camps des Khmers rouges, j'ai oublié de le préciser. Donc voilà, il y a des scènes très violentes et en même temps,
On sent qu'il n'est pas dans un sentiment de vengeance, il cherche vraiment une forme de paix intérieure, et donc c'est vraiment un voyage hors du commun dans lequel il nous embarque, et voilà, il y a beaucoup de poésie, par moments il parle au présent, sur ses réflexions, parce que il va se questionner sur la politique, sur la philosophie khmer, et ça se mêle aussi à des souvenirs beaucoup plus personnels, mais en tout cas c'est un livre qui a eu des retours extrêmement positifs. Donc voilà, je vous le recommande, mais avec des pincettes, parce que comme je l'ai dit, c'est quand même très dur à lire. Mais je vais vous partager quand même quelques extraits pour que vous puissiez sentir un petit peu à la fois cette poésie et cette triste réalité. Se faire l'historien de sa propre histoire. Regarder en soi sans peur ni fascination. Regarder l'autre, marchand de bananes ou héros, à sa hauteur et à distance humaine. Savoir où l'on se trouve sans vaciller. Apprendre la lenteur. Traverser le lieu, une fois, sans. Échapper à la vengeance, oui. À la tristesse, jamais. Rire aussi, car l'ami est là, et l'amitié, et même, dit-on, la vie. Il y a ce souffle involontaire qui passe dans les poumons. Mener le combat de la connaissance, chercher la forme, les mots ou les images, telle est ma ligne. Bien sûr, le mal est en moi, comme un seau, une brûlure. Aujourd'hui encore, je ne me déplace jamais sans une dizaine de boîtes de médicaments. Je stocke des mois de nourriture où que je sois. Je tiens sur moi mon acte d'état civil, plastifié, rafistolé, durci comme un os. Je l'ai reçu en France à 22 ans. Un deuxième acte, non pour effacer ma naissance à Phnom Penh, mais pour continuer de naître. Nous avons franchi le pont de Tak Mao. Je me souviens que nous nous promenions ici avec nos parents le dimanche, jouant et riant le long de ce bras du Mékong, parmi les roseaux et les fleurs. Ce jour-là, c'était marcher ou mourir. Nous l'avons su très vite. Dès que l'un de nous fatiguait ou s'arrêtait, un très jeune soldat hurlait « Non !» fusil à la main. Je cherche la route de l'époque et maintenant j'y suis. Je ne vois plus les champs et les manguiers, je ne vois plus notre peine. Les clôtures sont apparues, le ciment aussi. Le soir, ma mère a trouvé je ne sais comment une toile cirée pour qu'on puisse s'asseoir tous. Elle a demandé une braise et payé une fortune, un pauvre bidon en plastique. On a pu faire bouillir l'eau de la rivière. Ce fut notre premier dîner. La forêt était un abri où s'étaient arrêtés des dizaines de milliers de personnes, sur des kilomètres. Impossible d'imaginer, je crois, cette atmosphère du soir. La solitude collective, la violence partout, dans les regards, les mots, les armes, dans ce brouillard de charbon, d'eau fumante et de soupirs. Pour mon anniversaire, le lendemain, ma mère a trouvé un peu de porc, qu'elle a réussi à cuire au caramel. C'était adorable et tellement triste. Je voulais rentrer. Nous voulions rentrer. Je me souviens des larmes. Je n'ai pas oublié ce repas qui me laisse dans la bouche un goût de sucre et de cendre. Les rumeurs ont commencé à courir. Les Khmers rouges tirent à vue sur quiconque n'obéit pas, résiste, freine la marche. Mais n'était-ce pas déjà la vérité ? Nous parlions à voix basse. Bientôt, on a dit que des fouilles allaient avoir lieu. C'est là que mon père est parti enterrer ses cravates. Nous avons été désignés nouveau peuple. Tout de suite, nous l'avons su et senti, et violemment. Dressé par la peur est si rapide. Chaque jour, la distinction s'est affirmée. Le contrôle de nos noms sur des listes, chaque matin. Les repas séparés avec les anciens peuples. En une semaine, je suis passée des chaussures aux tongs, puis je n'ai cessé de marcher pieds nus. Chaque année, je retourne à Wat Po, près de Battambang, où j'ai enterré tant de corps dans les fosses. Je reste peu, je passe, je reviens. J'ai souvent raconté ce lieu. J'aime me répéter. Mieux, je crois aux vertus de la répétition. Ce n'est pas la fin du mode déductif, c'est l'irruption de la profondeur. Je crois qu'il faut dire, redire, montrer, énoncer, différemment bien sûr, non pour préparer le retour ou pour l'empêcher avec certitude, pas même pour éprouver sa mémoire, mais comme une méditation. Répéter, c'est rénover les mots. Et pour finir, j'aimerais vous parler d'un livre qui s'appelle Les Cambodgiens d'Éléonore Sok-Alkovitch aux éditions Atelier Henri Dougier.
Ça faisait un moment que j'avais envie de découvrir cette collection Ligne de vie d'un peuple parce qu'en fait, elle est nourrie d'enquêtes, c'est-à-dire que c'est pas un récit, c'est pas un roman, c'est un mix entre l'histoire des auteurs et également une partie un peu plus enquête avec plein d'interviews. Donc là, en fait, Éléonore, elle nous explique qu'elle est journaliste et photographe, qu'en fait, elle s'est installée au Cambodge en 2015 pour y mener une quête et une enquête à la fois parce qu'en fait elle a des origines cambodgiennes et donc elle va rencontrer tout un tas de personnalités différentes. Elle va parler par exemple avec une famille de pêcheurs, une photographe, un ethnologue, des médiums aussi, mais des artistes contemporains également, une professeure de danse classique et aussi incroyable soit-il, elle a pu parler avec une ancienne cadre Khmer Rouge. Donc vraiment tout un tas d'enquêtes qui va vous permettre de vraiment plonger dans la culture khmer, ses traditions, sa religion, les traumatismes historiques bien évidemment, mais aussi les enjeux contemporains de ce peuple en quête de résilience. Et j'ai bien aimé parce qu'à un moment, elle nous rappelle que 2 tiers de la population cambodgienne a moins de 30 ans, à peu près 65%, et en fait on parle même de génération perdue ou sacrifiée, puisque ce sont les enfants qui ont été en plein dans cette période des Khmers rouges et qui du coup sont devenus ensuite parents, mais c'est vraiment toute une génération qui a été traumatisée par ce génocide. Et en même temps, aujourd'hui, il y a cette nouvelle jeunesse qui est confrontée à la modernité, ce monde qui change rapidement. Mais voilà, c'est hyper intéressant d'un point de vue sociologique pour rentrer un peu plus dans l'identité cambodgienne avec toujours des fun facts par-ci par-là. Et bien évidemment, je ne pouvais pas oublier les éditions Cosmopole avec le dictionnaire insolite du Cambodge de Bernard Dupeigne, qui a d'ailleurs une couverture magnifique, où là, même si j'avoue, j'aurais bien aimé qu'il y ait un petit peu plus d'éléments et de faits insolites sur la vie au quotidien au Cambodge, il est quand même très complet si vous voulez vous plonger dans cette culture, dans son histoire, avoir vraiment une vision 360 du pays, il est vraiment très complet. Donc merci à vous, merci pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous a plu, même si voilà, ce sont des lectures plutôt difficiles, et ça me tenait vraiment à cœur de les partager avec vous. J'ai mis beaucoup d'amour, de temps et d'énergie pour cet épisode, même s'il est vraiment très court. Merci de me suivre dans cette aventure et encore merci pour votre fidélité parce que je me répète, mais vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à rejoindre l'aventure Good Visa. Donc ça me touche beaucoup et n'oubliez pas pour autant, si vous n'avez pas encore pris le temps, ça prend même pas 1 minute de laisser un avis sur Apple Podcast, de laisser 5 étoiles ou même sur Spotify aussi, vous pouvez laisser 5 étoiles si vous le souhaitez. On peut maintenant laisser des commentaires aussi au fil des épisodes. Donc voilà, merci à vous, merci pour votre soutien et je vous donne rendez-vous très rapidement pour un épisode un petit peu particulier puisque là on va aborder plusieurs pays d'un seul continent. Je vous en dis pas plus et je vous dis à très bientôt.